Et donc on va commencer par passer ce DVD qui parle des sports picards. On l'arrêtera avant parce qu'à la fin il y a une partie jeu. Les jeux, ça fait partie d'un autre, à l'intérieur de la conférence, d'une autre session, en mode avril, je ne sais pas quand. Pour l'instant, on va parler des sports picards. Il y a tellement de choses à dire qu'on va envoyer tout de suite. Et pour les néophytes, je connais des gens du Nord là, qui sont venus exprès pour ça, on va montrer ce que c'est que les sports picards. Donc on va lancer le DVD donc, qui est sur, il m'a dit, sur poste de travail. Et ensuite on attaquera l'historique. On va essayer d'aller assez vite sur l'historique parce qu'il y a beaucoup de dates. C'est un peu rébarbatif, mais voilà. Alors. Donc c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce que sont les sports picards. Dans nos sociétés, le jeu tient une place importante dans les loisirs de toutes les générations. La Picardie, et notamment le département de la Somme, a la chance de posséder un héritage de jeux sportifs et ludiques qui ont toujours occupé une place prédominante dans l'animation des villages. Ces jeux populaires ont été créés avant tout pour distraire une population de tous âges, favoriser les rencontres, offrir convivialité et plaisir. Mêlant tactique et adresse, ces jeux picards se sont d'abord développés dans les rues, sur les places des villages et dans les cafés. En ce début du XXIe siècle, ces jeux populaires devenus pour certains des sports restent une richesse vivante mais fragile du patrimoine picard. Malgré la révolution du monde des loisirs, la plupart de ces jeux et sports animent toujours nos villages et s'adaptent notamment aux nouveaux lieux de pratique. Mais c'est dans leur organisation et leur statut que ces jeux ont aujourd'hui le plus évolué. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la distinction entre les sports et les jeux picards. Nous avons des jeux de loisirs qu'on retrouve dans des animations occasionnelles et nous avons des sports aujourd'hui structurés en compétition au même titre que les grands sports qu'on retrouve à l'échelle internationale. Parmi ces sports, les jeux de paume sont les plus représentatifs de la Picardie. Tout comme au Pays Basque, ils sont devenus des éléments prédominants de l'identité régionale. Dans le département de la Somme, parmi la famille des jeux de paume, il existe 4 grands jeux très proches les uns des autres qui pour la plupart ont su résister au temps. La balle au tamis, la balle à la main, la longue paume et le ballon au poing. Ces 4 jeux, véritables patrimoine sportif, ont des principes de jeu identiques. Ils se pratiquent sur une longue aire de jeu avec 2 équipes qui se renvoient la balle ou le ballon afin de gagner du terrain dans le camp adverse. Comme au tennis, les points se calculent par 15. Les chasses, rouges et bleues, sont les éléments visuels communs qui matérialisent momentanément une ligne imaginaire qui délimite les camps des 2 équipes durant la phase de jeu. Ce qui différencie davantage ces 4 sports, ce sont les objets et les équipements nécessaires à leur pratique. Le plus original de ces jeux de paume est la balle au tamis. Il n'y a pas si longtemps encore, on pouvait assister à quelques démonstrations auxquelles participaient initiés et passionnés. Ce jeu a aujourd'hui complètement disparu dans le village de Ramburel comme partout ailleurs. Pourtant, certains joueurs se souviennent avec nostalgie du temps où ils pratiquaient ce sport. C'est un jeu surtout de subtilité. Il faut être très vif pour jouer à la balle au tamis. Parce que c'est une balle qui va très très vite, on ne sait jamais à quel endroit elle va tomber. Il faut toujours quelqu'un pour la réceptionner. C'est un jeu où il faut une très grande agilité. Le jeu est un peu comparable au tennis. Il y avait une rapidité, comme Gaston le disait, une habileté, une précision. Il fallait avoir le coup d'œil. J'aimais tellement jouer que parfois j'étais invité dans certains repas, puis j'allais jouer à la balle au tamis, ça ne plaisait pas toujours à ceux qui m'avaient invité, ni même à ma femme. Ça ne lui faisait pas plaisir.
Cousin de la balle au tamis, la balle à la main est le jeu de paume à l'état pur tel qu'il devait se pratiquer au Moyen-Âge. À l'est d'Amiens, dans la région de Corbie, la balle à la main est pratiquée par une huitaine de clubs qui se rencontrent à l'occasion de compétitions organisées par la fédération. Depuis quelques années, c'est la commune d'Aubigny, située à l'est du département de la Somme, qui remporte régulièrement le championnat. À Aubigny, on arrive à en voir encore de nos jours 2 à 3 équipes de jeux de balle à la main. C'est un vieux jeu picard, d'une vieille tradition picarde, et tous les ans, plusieurs compétitions se déroulent sur le terrain d'Aubigny, et notamment, par exemple, aujourd'hui, où c'est le rebond de la fête. La fête a lieu le premier dimanche d'août et le second dimanche d'août. Eh bien, pour mettre un petit peu d'animation dans le village, un concours de balle à la main est organisé. Parmi les 4 disciplines sportives, la longue paume est la plus célèbre, certainement parce qu'elle est l'ancêtre du tennis. Pour ce sport, les joueurs utilisent une raquette à petit tamis et une balle de liège recouverte de mouton. Dans les parties traditionnelles, dites parties terrées, les 2 équipes de 6 joueurs s'opposent sous le regard de l'arbitre de ligne chargé de poser les chasses. Au fil du temps, les possibilités de jeu ont évolué avec la création de parties dites enlevées, qui se rapprochent davantage du tennis. Dans ce cas, les joueurs s'affrontent 4 contre 4, 2 contre 2, voire 1 contre 1. Avantage pour Didier, chasse du jeu traversé. La fédération de longue paume compte environ 1500 licenciés répartis entre une quarantaine de sociétés dans la Somme, l'Oise et une à Paris. Chaque année, la Fédération nationale établit un calendrier comportant près de 250 compétitions, championnats, coupes et challenges. Depuis 1929 est organisé le tournoi fédéral de la jeunesse paumiste, au cours duquel plus de 80 équipes de jeunes joueurs participent à un défilé avant de s'affronter. Sport collectif complet à tous les niveaux, tant sur le plan athlétique que tactique, le jeu de paume passionne les joueurs de toutes catégories et de tous âges. Ça va plutôt bien, et ça va plutôt bien parce que, on le voit. On le voit à un niveau de jeu pratiqué excellent, et peut-être le meilleur qui n'ait jamais existé dans la longue paume, depuis, en tout cas que moi je la connais, et au dire des anciens, depuis très longtemps. C'est vraiment dû au matériel qui a évolué, mais également aux techniques d'aujourd'hui d'enseignement de la longue paume, et ce que nous faisons depuis quelques années dans la pratique et dans l'enseignement de cette pratique est en train de payer. Je puis vous assurer que nos champions sont des champions de grande classe. Les formations théoriques et pratiques que propose la Fédération s'adressent aux athlètes bien sûr, mais également aux encadrants, aux animateurs et aux arbitres. Parallèlement, la Fédération a instauré de nouvelles compétitions en salle permettant de maintenir l'activité des licenciés toute l'année. Cette formule est aussi adoptée par la Fédération française de ballon au poing qui organise chaque année un championnat d'hiver en salle. La pratique du ballon au poing en salle adopte des règles simplifiées, idéales pour tous ceux qui souhaitent s'initier à ce sport. Cependant, la Fédération française de ballon au poing est confrontée à un problème d'infrastructure face au succès de la pratique en salle. Heureusement, le jeu du ballon au poing est avant tout un sport de plein air. Dans cette discipline, l'un des défis pour les athlètes est de propulser un ballon d'un demi-kilo à toute volée avec le poignet, lequel est simplement protégé par une bande de toile. D'avril à septembre, les parties de ballon au poing rythment la vie d'une quarantaine de villages situés entre Amiens, Doullens et Albert.
La pratique de ce sport est une véritable tradition pour la commune de Bocken, plusieurs fois championne de France. Il y a aujourd'hui 48 licenciés, c'est le premier sport pratiqué dans la commune. 48 licenciés, 7 équipes, des dirigeants qui encadrent 4 équipes de jeunes et qui tous les dimanches, à partir du 1er mai jusqu'au 15 août, pratiquent ce sport. C'est aussi de l'animation et c'est quelque chose de très important pour la commune, ça permet de faire vivre et de se faire rencontrer encore les gens, ce qui est pour une petite commune rurale comme la nôtre très très important. La Fédération française de ballon au point compte près de 800 licenciés. Des compétitions sont organisées chaque année, notamment le 15 août, au parc de la Haute-Oie, à Amiens, où se déroulent les finales du championnat de France. Un peu plus tard dans la saison, toujours au parc de la Haute-Oie, la Fédération organise le célèbre concours du Point d'Or. Pour cette compétition, les athlètes doivent propulser le ballon le plus loin possible dans l'aire de jeu. Le record à battre est de 67,70 m. Parallèlement à cette diversité de compétitions, la formation et l'enseignement du ballon au point restent la priorité des membres dirigeants de la fédération. C'est la garantie du maintien et du développement de ce sport pour les années à venir. La fédération met à la disposition des clubs et de tout le système éducatif l'appui d'un assistant technique qui aujourd'hui est recruté par la fédération et qui est à la disposition au niveau de tous les demandes d'enseignement et d'initiation à la pratique. Aujourd'hui, les fédérations de ballon au point et de longue paume sont agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Elles sont membres du Comité national olympique et sportif français. En Picardie, un autre jeu d'adresse bénéficie de cette reconnaissance officielle. Le javelot tir sur cible. Alors, le javelot tir sur cible, ça fait partie de la suite de la conférence, donc vous verrez que vous pouvez assister à cette conférence. Donc ce sera le 12 juin et c'est Ludovic qui est ici présent qui vous parlera des jeux Picard. Alors, donc là on va sortir de là. Alors, où est-ce qu'il m'a mis? Au milieu de l'écran. Au milieu de l'image. Non, je ne le voyais pas parce qu'il était là. Donc, on est à la conclusion. Non, fais F5. Appuie sur F5. Ouais. Alors, donc l'avantage du film, c'est que effectivement, la présentation est faite. Il faut dire qu'il y a la mise en scène, vous l'avez vu, vous avez vu le matériel, vous avez vu plein de choses. Donc ça me permet d'aller très vite sur ce que je devais présenter au départ. Donc les sports Picard. Donc les sports Picard, est-ce qu'on peut se permettre de parler de sport vraiment Picard? Est-ce que ce sont les Picards qui ont inventé ces sports? Donc pas vraiment, parce que vous le voyez sur cette vue. En fait, je vous parle des 4 sports Picard que vous avez en film, et ici on parle du jeu d'assiette, qui serait le seul jeu d'origine Picard. Alors, je tourne ça en même temps. Appuie sur F5. Fais F5. F5. Voilà. Puis après avec les touches. Ouais. Alors la balle à la main, vous l'avez vu. Le pomme, vous avez vu ça. Le malotami. Je ne vous remontre pas le matériel, on va gagner beaucoup de temps. Vous avez vu le ballon point. Donc ce fameux jeu d'assiette. Alors il y aurait des traces de jeu d'assiette. C'était donc dans l'Aisne. En 1685, dans un village qui s'appelle Lerzy, dans un document de procédure criminelle, on parle de jeu d'assiette. Et donc ça fera l'objet d'un module de conférence par Thierry Sellier, et ce sera le 15 mai. Donc on va passer là-dessus.
Alors, la localisation des sports picards, on en parle dans le film. Donc là, vous voyez, si on prend le ballon au point, parce qu'après, non, je vais trop vite. Donc, vous voyez la Picardie qui est là. On joue au ballon au point dans un triangle qui se situe entre Amiens, Doulan et Albert, pour les gens qui connaissent. On joue à la balle à la main. On joue à la balle à la main dans 7 clubs. Dans 7 clubs à l'est d'Amiens. C'est Fouillois, dans la région tout près de Corbie, Aubigny, on en a parlé, Villers-Bretonneux, Rosières-en-Santerre, donc on se déplace à l'est du département, Hardivilliers dans l'Oise, Angès dans Santerre, et récemment, je ne parle pas trop près là, récemment, apparemment, Tricot serait ouvert, c'est sur le point d'ouvrir. Donc là, on est à l'horizontale, à l'est du département. Donc là, le Pomme, on joue dans les 3 départements picards. On joue dans la Somme pas mal. Dans l'Aisne, il y a un seul club à Beauvois en Vermandois, donc le pays de Jean-Pierre Sangla, ceux qui connaissent. On joue pas mal dans l'Oise, du côté de Breteuil, Maignelet-Montigny, Tricot, etc. Dans le sud, au-dessus de Montdidier, donc c'est toute cette région au sud d'Amiens. Et il y a effectivement le club de Paris qui évolue au terrain du Luxembourg, où on dispute la Coupe de Paris une fois l'an, en début septembre. La Balotanie. Alors la Balotanie, ça se situe à l'ouest, au sud-ouest, là, dans la partie ouest de la Somme. Ça se jouait, apparemment, la Balotanie, et ça a disparu quasiment. Alors il y a Thierry Sellier, qui est le président de la Ligue de jeux d'assiette actuelle, qui avait relancé la discipline du tamis au collège de Feuquières en Vimeux, parce qu'il était enseignant dans ce collège. Mais là, il est parti dans l'Aisne, enfin il est parti dans l'Aisne, il est revenu. Je pense qu'on ne joue plus au tamis du tout dans la Somme. Alors il y a eu une démonstration qui a été faite à 15 août, j'en parlerai tout à l'heure, mais il est plus que temps de s'occuper de la balle au tamis. On pourra en parler tout à l'heure parce qu'on a un projet de s'expatrier en Italie pour un festival et qui demande à s'occuper des jeux en perte de vitesse comme ça. Et donc le ballon point, je vous l'ai dit, c'est entre le triangle Doulan, Albert et Amiens, avec une exception à Saint-Aubin-Montenoy. Donc ça se trouve entre Moulin-de-Reuil et Rennes. C'est un tout petit village de 150 âmes et qui a redébuté donc la discipline il y a une dizaine d'années. Et puis ça se porte pas trop mal. Il y avait 2 équipes, il n'y en a plus qu'une. Il faudrait aussi, à mon avis, s'en occuper. Alors ensuite, donc on va parler un peu d'histoire, je vais aller assez vite. Donc, il existe 2 grandes familles de jeux de balles. Alors, la balle commune. La balle commune, elle a donné... donc, le jeu s'arrête quand la ligne est franchie, effectivement. C'est le football, c'est le rugby, le hand, le basket, etc. Ça veut dire que quand on a mis le ballon dans le but, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on a gagné le point. Donc ça, c'est le principe de la balle commune. On peut se faire des passes, etc. Alors, je vous explique en même temps, la chronologie est très importante dans ce que je vais vous expliquer parce que ça donne de l'importance à nos sports picards par rapport à ce que j'appelle les sports à la mode. Donc le football, eh bien, il a 150 ans d'existence. Le club d'Amiens a été créé en 1902, je crois. Le premier club professionnel, c'est le Havre, créé en 1890. Voilà. Donc le rugby a la même date de la même époque, puisque à l'époque ça s'appelait football rugby, au collège de rugby, chez nos amis anglais. Le hand, 120 ans, le basket, etc. Alors on arrive à une page blanche, donc à la balle chassée, une balle commune où on garde le ballon dans son camp pour aller le mettre dans un panier, dans un but, etc. L'autre principe, c'est la balle chassée, c'est-à-dire tant que la balle n'a pas touché le sol, elle reste en jeu. Tant qu'elle n'a pas touché le sol, 2 fois de suite. On a le droit de jouer au premier bond, puisque vous allez voir qu'on parle de tennis, on parle, vous l'avez vu dans les sports picards, on a le droit de jouer après le premier bond,
et ça peut être interminable. Hein. Vous vous souvenez, la finale à Wimbledon, qui a duré quelques heures, enfin ça a duré plusieurs jours, je ne sais plus, dernièrement. Et le principe de la balle chassée, ça peut durer très longtemps. On peut jouer de volley du premier bond. Dès que le deuxième bond est fait, le jeu s'arrête. Mais il faut arrêter la balle ou le ballon, et à cet endroit-là, on pose une chasse. Alors ça, vous l'avez vu dans le film. Donc, la balle chassée a été inventée en Grèce il y a 25 siècles, sur l'île de Corfou, et ça s'appelle la faenade. Donc faenade vient de... Attendez, j'y suis là. Donc c'est faenindus, ça signifie tromper en grec. Tromper, ça veut dire qu'il faut renvoyer la balle de telle façon que l'adversaire soit saisi, surpris, trompé. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'effet, il faut mettre de la puissance, il faut mettre de la longueur, il ne faut pas en mettre, etc. Il faut renvoyer la balle ou le ballon ou autre projectile pour tromper l'adversaire, dans les pires conditions, pour qu'il ne puisse pas vous la renvoyer correctement. Alors donc, la faenade, c'est la source, c'est la racine, et ça a bien sûr donné le jeu de paume. Donc le jeu de paume, c'est le tennis. Le tambourin, alors le tambourin, c'est un sport qui se joue donc avec cette... c'est l'objet le tambourin en fait. Hein. C'est ça, ça se tient comme ça par la manche qui est là. Et ça rebondit aujourd'hui une balle en matière plastique. Hein. Alors le tambourin se joue dans la région de Montpellier. À l'époque, dans cette région de Montpellier, on jouait au jeu de ballon, comme le ballon au point, avec un brassard. Le brassard, c'est cet objet-là. C'est cet objet-là. Et on saisissait... Donc on se protège la main, c'est un objet de protection, et vous remarquez que dedans, je peux saisir l'objet, et pour faire rebondir le ballon ici. Donc dans cette région de Montpellier, on a joué jusqu'en 1861 au jeu de ballon au brassard. Ensuite, c'est un tonnelier qui a trouvé l'astuce pour inventer ce tambourin, et depuis ce temps-là, on a abandonné ce jeu de ballon au brassard dans cette région de Montpellier, dans le Languedoc, pour pratiquer le tambourin. Le tambourin, sa particularité, c'est qu'on jouait avec des chasses. Donc le principe des chasses, dans tous les jeux de paume, on joue avec ces chasses. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Et le tambourin a abandonné le principe des chasses en 1950. Ce qui fait que je le déclasse de notre famille de jeux de paume. Il a existé à l'époque, mais aujourd'hui j'ai tendance à le déclasser parce qu'ils ont abandonné les chasses. Ça veut dire que, alors, depuis qu'ils ont abandonné les chasses, curieusement, il est très populaire. Et notamment en Italie, il a gagné toute l'Italie. Il a supplanté tous les jeux de balles, presque tous les jeux de ballon, on va voir tout à l'heure. Et on joue, je dis bêtement entre guillemets, je ne sais pas, il n'y a pas de gens de Beauvais ici, parce qu'il y a un club à Beauvais aussi. Alors, avec ce tambourin, on tape fort. Mais c'est tout ce qu'on fait. Alors que la subtilité des jeux de chasse, c'est un jeu intelligent, c'est un jeu subtil, c'est un jeu tactique, etc. Alors qu'au tambourin, malheureusement, je trouve qu'ils ont abandonné cette subtilité. Alors, après, il y a les jeux de plot, la plotte basque. La plotte basque, ça regroupe 21 disciplines. Quand on parle de plotte basque, vous pensez à la chistera. La chistera, elle est là. La chistera, elle est là. Mais, en fait, la passion des Basques, c'est la main nue. Ça veut dire que c'est le jeu de paume ancestral. C'est vraiment la main nue. Vous verrez tout à l'heure que c'est plus tout à fait vrai par rapport à la balle à la main qu'on connaît chez nous, parce que les seuls pratiquants authentiques, ce sont les Picards, parce qu'ils jouent sans se protéger la main. Ils sont très courageux, ils sont moribonds, c'est une fédération qui est moribonde, mais ils jouent toujours sans aucune protection. Par rapport aux Basques qui se protègent la main maintenant avec des épaisseurs de sparadrap
et ça va jusqu'à 1 cm de sparadrap, on le verra tout à l'heure. C'est vrai que ça va être pas mal redondant parce que, déjà vous l'avez vu dans le film. Donc la balle pelote du Nord, logiquement, c'est une balle à main nue, mais qui joue dans la région de Maubeuge. On joue très peu à la main nue, donc avec Jean-Marie Mémy qu'on avait rencontré à l'époque. Aujourd'hui, à Maubeuge, donc dans le Nord, on joue surtout à la balle au gant. Il fallait que ça arrive. Donc le gant c'est ça, vous le verrez ensuite dans le film. On joue avec cet outil-là pour se protéger. C'est assez pervers. Il y a eu, en plus, les Belges glissent à l'intérieur de leurs gants une plaque en plastique, en matière plastique, pour taper plus fort, pour se faire moins mal, pour moins sentir la balle. Ce qui fait que cette perversion va jusqu'au point où les terrains sont trop petits. C'est ce qu'on a connu, nous, à l'époque, au ballon point. Et c'est vrai qu'il y a eu des adaptations de ballons parce qu'on jouait aux extrémités du terrain. Il y a des terrains qui étaient trop petits. On regardait passer le ballon. C'est vrai que c'était un peu une perversion parce que les gens veulent taper fort. Alors que l'esprit du jeu de paume, c'est l'échange. Il faut à tout prix échanger. Donc, voilà. Donc le badminton, le squash, vous connaissez, le volleyball, les sports picards, vous l'avez vu. La courte paume. Alors la courte paume, on le verra tout à l'heure, c'est le jeu de paume en salle, on en parlera tout à l'heure. Le palonnet élastico, c'est un sport comme le ballon point qui se joue avec ce ballon-là, qui est un ballon en matière plastique, qui est très piquant. Donc ça veut dire que les Italiens, vous allez le voir dans une vue tout à l'heure, ils se protègent le point comme nous avec des bancs, mais ils mettent en plus de la mousse. C'est pas très chouette à voir, mais ils jouent de la même façon que nous, avec un mur à gauche, vous allez le voir sur la vue suivante. Ensuite, il y a le palonnet brassial, donc c'est le fameux jeu au brassard, et vous verrez qu'il y a 2 sortes de brassards. Ensuite, il y a la pelote mexicaine, ça c'est pour le folklore, c'est des gens qu'on a rencontrés en Italie. Alors le cats, ça se joue aux Pays-Bas, donc ça se joue en frise, c'est un jeu de paume, ça se joue à la main, et c'est du côté de Franeker, hein, dans la région de Franeker. Je crois que c'est au mois de juillet, il y a les finales qui se jouent là-bas. Voilà. Donc là, une vue de palonnet élastico. Donc c'est ce jeu italien avec ce ballon qui s'appelait Palapugno à l'époque, ou palonnet élastico. Vous voyez le kilo de bande qu'il met là pour taper. Vous voyez le geste, c'est exactement le même que nous. Et vous voyez ce mur à gauche. Hein. Voilà. Le palonnet brassial, vous voyez le brassard qui est là. C'est un brassard qui est plat, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, et qui se joue dans la région du Piémont italien. Et ici, vous avez un toscan, donc en jouant en toscane au palonnet brassial, avec ce brassard particulier avec des aspérités, et qui est très technique en plus, et qui se joue normalement avec un gros ballon. Le gros brassard se joue avec un gros ballon. Et ça, vous verrez tout à l'heure, il y a une vue de jeu de ballon du XVIe siècle, et ça ressemble tout à fait à ça, alors que dans le Piémont, c'est un jeu plus rapide et plus moderne. Cette fameuse pelote mexicaine. Alors vous voyez les gens là, qui sont à Vérone sur l'estrade, qui sont en tenue un peu folklorique, qui jouent avec une crosse, avec ce que vous voyez fumer là, c'est un morceau de tilleul, donc qui a été tourné, c'est un morceau de bois, de tilleul, recouvert d'une espèce de matière plastique et trempé dans un carburant, on y met le feu, et voilà ce que ça donne. Ça se joue la nuit, et on joue à la crosse, c'est très très spectaculaire. Et effectivement, à Vérone, ils ont fait sensation, et bon, ça c'est un peu pour le fun. Alors, on parle des 2 familles de jeux de balles, et le luxe dans les jeux de balles, c'est effectivement l'absence de contact. Et il n'y a aucun... Alors, dans les jeux de balles communes, le foot, le rugby, etc., il y a énormément de traumatismes. Alors que là, dans nos jeux de balles, on est en face, l'un en face de l'autre, on est en face à face, il n'y a aucun contact avec ses équipiers et avec ses adversaires. Ça veut dire qu'il n'y a aucun traumatisme, à part le traumatisme qu'on se fait soi-même. Donc, et quand on est entraîné, quand on s'est protégé au ballon point avec une bande de judo,
entre les Belges avec le gant, etc. Il n'y a aucune pathologie spécifique au jeu de paume, à part qu'on est un peu plus, le tennis elbow au niveau du coude, au niveau de l'épaule, ici l'articulation, on est un peu plus fort, mais voilà. Alors cette chronologie, alors on arrive à la Faenade, donc la Faenade, on en a parlé tout à l'heure, les 25 siècles. Ensuite les Romains envahissent la Grèce et pratiquent énormément le jeu de paume, la sphéristique, le harpaste, etc., envahissent la Gaule et nous apportent le jeu de paume, clé en main. Alors le rôle des ecclésiastiques, il est très important, on en parlera aussi tout à l'heure. On a joué énormément au jeu de paume à l'intérieur des monastères, dans les cloîtres, et d'ailleurs on a empêché les moines de jouer, on les a empêchés de jouer lors de conciles, je crois que j'en parle tout à l'heure, en 1528. On interdit de jouer à la paume parce qu'il est indécent de voir les moines débrailler, le soutane relevé pour courir après des ballons et des balles, etc. Donc, mais ils ont été importants dans la transmission de tout ça. Hein. Ils ont été très importants. Alors, 1292, pardon. Alors là, il faut que je prenne. Alors ça, c'est le décompte des... Non, je vais mettre ça là. Le décompte... Alors en 1292, je vous donne quelques dates rapidement parce que ça situe pas mal les choses. On dénombre à Paris 13 fabricants de balles pour 8 libraires. Donc c'est significatif de l'engouement qui règne à ce jeu de paume. On joue à la longue paume à l'extérieur, dans les champs, dans les prés, mais on joue énormément à la courte paume dans les salles. En 1397, le prévôt de Paris, les gens ont la tête à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a, on verra tout à l'heure, qu'il y a des paris. Hein, on engage des paris au jeu de paume, mais c'est devenu gigantesque. Et le prévôt de Paris est contraint de prendre un arrêté qui interdit le jeu de paume en semaine. Il est réservé uniquement au dimanche. Voilà. Alors, la guerre de 100 ans, j'en parle tout de suite. Alors, la guerre de 100 ans, elle a duré plus de 100 ans, et dans cette chronologie, elle est importante parce que la guerre de 100 ans, c'était contre nos ennemis héréditaires, les Anglais, forcément, et j'ai quoi après? Donc, il y a eu énormément d'interruptions pendant cette guerre qui a duré 110 ans, enfin, la guerre de 100 ans, c'était bien plus long. Il y a eu énormément d'interruptions, des interruptions qui ont duré jusqu'à 10 ans. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant ces interruptions? Eh bien, contre les Anglais, on jouait bien sûr au jeu de paume et on choulait. Les Anglais nous ont vus jouer la paume, chouler à cette époque-là, au XIVe siècle, au XVe siècle, et il ne s'est rien passé. 5 siècles après, ils nous renvoient des jeux de paume complètement modernisés, améliorés, qui s'appellent le tennis. Donc le Major Wingfield. Elle a triché, puis elle croit que... Donc, la guerre de 100 ans, les Anglais enregistrent tout ce qu'on a fait pendant cette période, et ils nous restituent 5 siècles après, puisque le tennis, il est inventé par le Major Wingfield en 1857. Vous vous rendez compte? Il y a 4 ou 5 siècles où ça a mûri chez les Anglais, et entre-temps, nous, on avait cessé à la pomme, mais je continue ma chronologie parce que c'est assez important. Donc ça, c'est la version officielle. 5 siècles après, les Anglais nous rapportent le tennis clairement. Alors, le problème, c'est que, en parlant de la choule, effectivement, c'est que on pense que les Anglais nous ont vu chouler, etc., et ils ont enregistré, ils sont revenus. Et ça, c'est tombé il n'y a pas longtemps, parce qu'on a trouvé des traces de choule en 1175 dans les faubourgs de Londres, où on choulait à la période du carnaval, comme partout en Europe. Hein, le carnaval, c'était voilà, le Mardi Gras. Donc, ça signifie que cette thèse de la guerre de 100 ans, elle tombe, et que ce serait en fait Guillaume le Conquérant qui, au XIIe siècle, aurait transmis nos jeux,
nos jeux, oui, bien sûr, puisqu'on ne peut pas encore appeler ça des sports, aux Anglais, et donc c'était bien avant ça, c'était bien en amont que ça s'est fait, et ils n'ont pas attendu la guerre de 100 ans. Voilà. Et donc c'est à cette époque-là qu'on a commencé à parler de jeux de main et jeux de vilain, parce qu'au début de la guerre de 100 ans, on a commencé par prendre la pâtée, ça veut dire qu'on a commencé à Crécy, vous savez que ça a été une débâcle, le Crécy en Ponthieu, et on a commencé à prendre la pâtée. Pourquoi? Parce que les Anglais, ils savaient tirer à l'arc, ils savaient jouer de l'arbalète, tirer à l'arbalète, mais nous, on était encore chevaleresques et on pensait qu'il fallait encore se battre en corps à corps, et en attendant, on attendait que l'ennemi arrive et on prenait les flèches et les trucs d'arbalète sur nous, et donc on a commencé par perdre. Hein. Alors après, le destin s'est inversé. Donc la guerre de 100 ans, alors je vais y revenir après pour la Chaume. François Ier, il officialise le jeu de paume en autorisant les gains. Ça veut dire que quand on pariait au jeu de paume, on était protégé par la loi. Donc François Ier qui a été un grand joueur de paume, hein, puisque au XVIe siècle c'était la grande vogue, et le fait d'avoir officialisé les gains et de protéger les parieurs, c'était forcément gigantesque pour ça. Alors ensuite, les dates, alors 1555, c'est le premier traité officiel écrit sur le jeu de paume, et c'est Antonio Scheno, donc un Italien, qui en est l'auteur. En 1592, c'est Jean Forbet qui, à son tour, écrit le premier traité, cette fois en France. Donc, à la fin du XVIe siècle, il existe 250 salles de jeux de paume à Paris. C'est gigantesque. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on ait 250 salles pour pratiquer ce sport. C'était énorme à l'époque, très en vogue. Alors, fin XVIIe, il n'y en a plus que 110. On va voir pourquoi tout à l'heure. Au XVIIIe siècle, il reste 10 salles de jeux de paume à Paris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Aujourd'hui, alors, des salles de jeux de paume, c'est des salles de courte paume. Donc, c'est une salle qui fait une trentaine de mètres de long sur 12 mètres de large, et on y joue, on va le voir tout à l'heure, on y joue à la courte paume. Alors aujourd'hui, il y a une salle, rue Lauriston, c'est au pied de l'Arc de Triomphe, c'est la rue Lauriston, c'est la rue de la Gestapo, à Paris. Il y en a une au château de Fontainebleau, où se sont disputés les championnats du monde il y a 5-6 ans. Alors pour l'anecdote, les finales, ça se passe tout en anglais. L'entrée était à 250 € et en négociant bien, on arrive à négocier à 150, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Un championnat du monde de courte paume, ça réunit 150 personnes. Et donc tout en anglais, tout en blanc. Donc c'est resté très aristocrate. Et rue Lauriston, donc on est invité à jouer, hein, pourquoi pas. Et on est très bien accueillis, mais enfin c'est resté un peu. Voilà, une au château de Fontainebleau, une à Mérignac, et récemment une salle s'est ouverte à Pau. Donc il reste 4 salles en France de courte paume, de jeux de paume, alors que vous voyez au XVIe siècle, il y avait 250 salles à Paris. Alors le roi des jeux, jeu de roi des jeux, donc François Ier on en a parlé, Henri IV, très grand joueur de courte paume, donc le jour de la Saint-Barthélemy, il est en train de jouer à la paume, et on vient lui apprendre ce qui se passe dans les rues de Paris, c'est-à-dire le désastre. Alors Louis XIII, il y a une anecdote sur Louis XIII, pour les amateurs qui connaissent. Donc le 15 août, c'est le jour de nos finales. On en a parlé tout à l'heure, on se retrouve à la Haute-Oie, et Louis XIII, je ne retrouve pas mes notes, mais on va parler peut-être, c'est pas moi, Louis XIII, il a instauré le 15 août. C'est grâce à lui qu'on joue le 15 août. Alors le 15 août, effectivement, c'était très rural, hein, le ballon-point et le jeu. On jouait quand les moissons étaient terminées. Pourquoi le 15 août? Parce qu'avec Anne d'Autriche, au bout de 20 ans de vie commune, il n'y avait toujours pas d'héritier. Hein. Mais il y avait le cardinal de Richelieu dans les parages, et au bout de 20 ans, arrive Louis XIV. Ça veut dire que pour
pour commémorer cette naissance, importante, parce que Louis XIV c'était quelqu'un de très important, eh bien, on instaure le 15 août en fête mariale, donc une fête destinée à Marie, et ça devient un jour important, et on jouera, nous, nos finales ce jour-là, à la Haute-Oie. Ça va devenir un jour férié en 1950, quand il est décidé que le 15 août deviendrait un dogme. Donc, dès que c'est un dogme, hop, jour férié. Hein. Et on joue le 15 août, maintenant en jour férié, alors qu'à l'époque, c'était adapté. Hein. Donc voilà pour Louis XIII. Alors Louis XIV. Louis XIV, joueur de paume au début de son règne. Alors il a régné très longtemps, hein. Son règne a duré 70 ans. Et, est-ce que j'ai ces dates? Parce que là, les dates de Louis XIV, elles sont pas là. C'est 1600 machin jusqu'en... Voilà, il est là. Donc 1638-1715, vous voyez qu'il a régné très longtemps, il a beaucoup joué à la pomme. Le problème, c'est qu'en vieillissant, il ne pouvait plus se baisser, ce brave homme, et puis il a voulu toujours paraître, et il a mis le sport au niveau de son ventre. On a inventé le billard à cette époque-là, on a inventé le billard pour Louis XIV, on a inventé les jeux d'esprit, on a inventé le théâtre, donc c'est l'époque de Molière. Et donc, vous avez vu tout à l'heure que le nombre de salles a complètement chuté, hein, on arrive à une dizaine de salles à la fin 18e. Donc ça veut dire que les salles de paume, les salles qui existaient, elles sont devenues des théâtres. Et donc il y a une gravure qui met en scène des joueurs de paume qui sont en train de jouer et des théâtreux qui attendent pour jouer. Et il y a eu pas mal de conflits à ce sujet, et il y a eu une peinture de je ne sais plus qui met en scène cette rivalité entre les joueurs de paume et les théâtreux. Voilà. Donc voilà pour Louis XIV. Alors, Louis XIV, il a mis fin au jeu de paume, et il a mis fin à 2 siècles de non-sport en France. Hein. Alors que les Anglais travaillaient énormément, ils étaient très sportifs dans le domaine du sport, nous on a complètement délaissé le sport pour faire du théâtre, des jeux d'esprit, des choses comme ça. On jouait beaucoup au dé, etc. Donc la guerre de 100 ans, on en a parlé. Alors voilà la choule. Alors la choule, qu'est-ce que c'est? La choule, c'est l'ancêtre du football et du rugby. La choule, vous voyez là, c'est un truc complètement disparate, comme on voit à un endroit, là, un monsieur avec des lunettes qui essaie de se saisir du choulet. Alors le choulet, c'est un espèce de... On va le voir tout à l'heure. Alors vous voyez, le problème c'est que la choule, c'est une rue, un champ. On met d'un côté, à Tricot, dans l'Oise, des mariés, des garçons mariés, des célibataires de l'autre côté, et il faut que cette espèce de balle, cette espèce de choulet qui a plus une forme phallique qu'une balle, on a le mettre dans le camp de l'adversaire. Donc il y a 2 camps. D'un côté, c'était autrefois les mares, puisqu'on disait qu'il fallait noyer le choulet, hein, et c'est aujourd'hui le toit d'une maison, d'un côté de la rue ou de l'autre côté de la rue. Il faut faire passer le choulet, la balle. En Écosse, c'est une balle, qui ressemble tout à fait à ça d'ailleurs, au niveau diamètre, on va le voir tout à l'heure. Et il faut la passer au-dessus de ça. Tout est permis, c'est-à-dire que dans le règlement, il n'y a pas de règlement, article 1, il n'y a rien, et puis on n'est pas obligé de suivre l'article 1. Voilà. Donc ça veut dire que tout est permis pour les là-bas. Alors ça donne des mêlées extraordinaires, ça donne des mêlées gigantesques, et ça donne ça, il y a beaucoup de casse. Beaucoup non, sans plus. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de sang, il y a eu... Voilà. Alors la choule, c'est pas officiel, on n'a plus le droit de jouer à la choule. Hein. Il n'y a pas d'assureur, il n'y a pas de licence, c'est un rituel, on va en parler tout à l'heure. Alors voilà le choulet. Le choulet, vous voyez cette forme phallique, et avec des pompons au début. Là, on voit la dernière mariée de l'année, tout près du maire de Tricot, qui va mettre en jeu le choulet. Alors, on se place au milieu du village, dans la rue principale. La place s'appelle la place du Cail. Cail, ça veut dire, en vieux picard, ça veut dire caler. Caler, ça veut dire mettre au monde pour les animaux. La place du Cail. Hein. Alors, voilà, le choulet. Alors, la mariée garde quelques pompons en souvenir, et il y a des rubans qui sont là aussi. On commence par les arracher en souvenir, et ensuite c'est la baston. Alors là vous voyez
le monde qu'il y a. On est en plein sur la place du Cail, en plein centre de tricot, et vous voyez le choulet en l'air, puisque on lance le choulet, on s'en débarrasse, enfin, on essaie de le passer. C'est un sport à la fois collectif, puisqu'il y a les mariés d'un côté et les célibataires de l'autre, mais c'est aussi un sport individuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit que les chouleurs, eh bien, parfois ils changent de camp, parce qu'ils sont près du but, ils sont très opportuns, et on essaie de gagner à tout prix. Ça devient individuel. Donc, voilà. Alors, on va finir sur la choule. Alors, la choule, à quoi ça sert? Pourquoi on a choulé? La choule, elle se passe à Noël. On l'appelait la boule de Chalanda. Chalanda, c'est les calendes. En fait, on parle de calendes grecques, on parle de boule de Chalanda parce qu'on fêtait Noël, c'est le passage de la saison froide, et en fin de compte, c'est le solstice, le début de la nouvelle saison. Hein. Fin décembre, les jours vont rallonger, début janvier, donc on passe d'une année à l'autre. En fin de compte, et pour fêter ça, on choule. Aujourd'hui, on choule au Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est la première phase de la choule. On choule pendant 1 heure, on s'échauffe un peu. Alors, on joue à la choule, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de... c'est un rituel, on se présente sur la place. Est-ce qu'il y aura du monde? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura du monde chez les mariés, chez les célibataires? On ne sait pas. Mais tout le monde est là. Mais il n'y a pas... On peut rien définir auparavant. Le maire, il a acheté un choulet, c'est la seule chose qui est prévue. Il y a des fois une ambulance qui traîne quand même, il y a des fois des pompiers. Les gendarmes, ils se gardent bien d'être là, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Et c'est comme ça, c'est l'instinct qui fait que... Alors moi, je compare cette choule à la migration. Pourquoi d'un seul coup? Est-ce que c'est le jour qui commence à se rallonger? Est-ce que c'est la température? Les oiseaux, d'un seul coup, ils commencent, ils disent, ça y est, il faut partir. Je pense qu'il y a un rapport à la température, forcément. Alors pourquoi on choule? Parce que la choule, c'est un sacrifice. La choule, c'est... à cette époque-là, au Moyen-Âge, pourquoi on a choulé, pourquoi on s'est sacrifié, c'était pour attirer le soleil. Parce qu'au Moyen-Âge, quand on avait faim, on n'ouvrait pas le frigidaire, eh bien, on avait semé son blé à l'automne, et si ça ne levait pas, c'était la famine. Ça veut dire qu'au printemps, qu'on sentait arriver, hein, c'est la fête des brandons, etc., c'est exactement le même esprit, on choulait, on se sacrifiait pour attirer le soleil. Et donc c'est un rituel de fertilité. Plus ça saigne, le rapport à la dernière mariée de l'année, à ses menstruations, plus ça saigne et plus l'été va arriver, le printemps va arriver tôt. Plus il va être fécond, plus il va réchauffer ses graines qui seront là, etc. La perversion, on a été très loin, la choule, on l'a faite dans les champs. Pourquoi dans les champs? Simplement pour enraciner les plants de blé, parce que forcément, au lieu aujourd'hui de rouler les champs de blé, à l'époque, pourquoi pas, on allait chouler dans un champ, et donc ça servait aussi à cette fertilité. Donc, l'importance du sang. Il y a aussi l'importance du rituel de passage entre les générations. Le chouleur, l'adolescent, quand il choule, c'est devenu un mec. Ça veut dire que c'est devenu un homme. C'est pas évident de prendre la décision d'aller chouler. Je vous promets que j'ai essayé. J'ai essayé en Écosse, j'ai essayé à Tricot. On va voir tout à l'heure à quoi il ressemble, le chouleur là. Ça se passe avec des tambours pour scander la façon de chouler. C'est effrayant. On est au Moyen-Âge. Quand on se concentre sur une choule, la première année, ça m'a fait ça, c'est effrayant. Les gars qui choulent, ce sont des monstres. Après la choule, on va voir le coup avec eux, ce sont de charmants garçons. Mais pendant la choule, ou avant, ils sont tellement concentrés, vous allez en voir certains, vous avez vu tout à l'heure, ça saigne. En plus, ce sont des ruraux, ce sont des gens qui travaillent encore dans l'agriculture, etc. Ce sont de très beaux bébés. Il y a un peu de tout. C'est comme dans une équipe de rugby, il y a les ailiers qui sont frêles, mais les gars qui sont dans la mêlée, c'est les beaux bébés, et c'est exactement ça. Mais la choule, c'est effrayant. C'est scandé par les tambours, puisqu'à la fin, on danse le branle de tricot, le rapport à la forme du choulet, le branle de tricot, les menstruations, le sang, etc., derrière mariée de l'année, etc. Il faut que ça germe.
Au Moyen-Âge, il faut que ça pousse. Je suis un peu voilà. Donc ça, c'est Antonio Scheno, on l'a vu en 1555. Ça, c'est la lampe paume. Alors là, vous voyez, on va en parler tout à l'heure. Les raquettes sont encore pleines. La raquette, elle a été inventée au XVIe siècle. Et là, on est au Luxembourg, à l'époque. Alors, vous voyez qu'il y a plein de choses. Il y a une balle au milieu, une pelote. Il y a des raquettes. Il y a un tamis pour faire l'engagement. Et les raquettes sont pleines. Ça veut dire que la raquette était inventée au XVIe siècle. Je pense que ça ressemble plutôt à des battoirs qu'à des raquettes. Le battoir, c'est quoi? C'est une vulgaire planche de bois. Le battoir, on allait au lavoir pour laver son linge, pour taper son linge. Eh bien, c'est le même battoir qu'on utilise au jeu de paume, et c'est le battoir d'avant la raquette. Voilà, on y arrive. Le matériel. Alors, les stuffs, c'est... Alors les stuffs, c'est un ramassis de chiffon, hein, en fait, c'est du tissu qu'on a mis en forme, etc. Ça ne ressemblait pas trop à une balle, mais on se renvoyait ça. C'était vraiment l'ancêtre du jeu. Ça ne rebondissait pas. On va voir tout à l'heure pour le ballon, c'est exactement la même chose. On a la liste, d'accord. On a le ballon, on a la main, on a le grand, on a la bande, on a les protections, on a le battoir, on a parlé, on a le brassard, on a déjà vu, la raquette, le tamis, le tambour, la chistera, et on arrive à les stuffs. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est du tissu qu'on a plus ou moins recousu comme ça. Ça ne rebondissait pas. Il faut savoir que, on va le voir tout à l'heure. Bon, la pelote, c'est déjà plus sophistiqué. La pelote de si elle est là, oui. Donc la pelote de balle à la main, c'est ça. Alors, il y a, dans les stuffs, je reviens un peu avant, on y mettait n'importe quoi, du son, de la sciure, des rognures de ce qu'on veut, d'acier dans le vimeux, de la terre, des choses comme ça. Il ne fallait pas que ce soit trop lourd, parce que sinon il n'y avait pas de jeu, c'était pas du tout la même façon de jouer. La pelote, une pelote de balle à la main, c'est un petit cube de caoutchouc, entouré de laine, recouvert d'une peau de veau, etc., cousu, hein, le fameux 8 pour faire une balle, et le problème, c'est que ça ne rebondit toujours pas. Donc là, je suis sur un dallage. Je suis sur un dallage. Vous voyez, cette pelote, elle ne rebondit pas. On va gagner du temps. Je vais vous montrer la balle de courte paume. Ça ressemble à une balle de tennis. Si je tape aussi fort ici avec une balle de tennis, elle monte à 3 mètres de haut. Or, la balle de courte paume, c'est ça et ça ne rebondit pas. Alors, tout à l'heure. Alors, le ballon, vous l'avez vu. Alors, vous avez vu tout à l'heure le ballon de jeu en salle qui est là, qui pèse 200 grammes, qui est jaune, qui est en fait recouvert de feutre. Le but de la manœuvre, c'est qu'il soit freiné. Plus on tape fort et plus il y a de frein. Parce qu'on a commencé à jouer en salle avec ces gros ballons que vous voyez là-bas. Le ballon officiel fait 520 grammes. Quand on a commencé à s'entraîner dans les gymnases il y a 20 ans, on a commencé avec ces gros ballons. Alors les gestionnaires de gymnase n'étaient pas trop contents quand même, parce que c'est un peu dévastateur quand même. Donc le ballon, on en a parlé. Alors voilà le fameux ballon de l'époque. Là vous avez un ballon du XVIe siècle, une gravure allemande. Alors en fait c'était quoi? Les ballons de l'époque, c'était des vessies de porc. Donc voilà une vessie de porc. Alors vous voyez la taille à peu près. Alors on remplissait ça avec la même chose, hein, du foin, du son, etc. Il ne fallait pas que ce soit trop lourd. Et en Italie, quand ils jouaient avec ces... Alors vous voyez qu'il y a des brassards hein, sur cette vue. Ce sont les fameux brassards italiens, les brassards du Languedoc. Alors c'était des ballons qui étaient assez énormes. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Vous voyez, les joueurs sont très près les uns des autres. En fait, c'était un échange comme ça de volée, ça ne rebondissait pas. Hein. On ne pouvait pas rebondir. Hein. De même que ces balles-là, ça ne rebondissait pas. Alors la main,
Alors là, vous avez cette fameuse protection dont on a parlé à la bloc basque. Donc il y a 1 cm de sparadrap sur les mains des pelotaris, puisqu'ils s'appellent comme ça au Pays basque. Et je vous ai dit, les seuls, ce sont les picards qui jouent à la main nue. Le gant, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Le battoir, on en a parlé. Le tambourin aussi. Voilà, le tambourin en jeu. Donc là, le point commun, c'est le geste. C'est bon. Alors cette raquette de courte paume, vous remarquez une chose intéressante, c'est qu'elle est courbée. Il y a une espèce de biais comme ça de 20 degrés. Alors, pourquoi elle est courbée? Parce que pour ramasser une balle qui ne rebondit pas, eh bien, ils ont inventé comme ça un biais pour pouvoir la ramasser. En fait, on l'a ramassée. Les premières raquettes, ce n'était guère que des espèces de... On avait l'armature, mais c'était un filet. C'était un filet. Et donc, il fallait courber la raquette pour éviter de casser, parce que si on tape avec une raquette droite, on cassait le tamis. Donc, cette raquette de courte paume, elle est courbée pour ramasser la balle, qui ne rebondissait toujours pas. Vous avez différentes raquettes. La raquette de longue paume, elle est là. C'est plus pratique. Donc, voilà, c'est très léger, c'est pas du tout une raquette de tennis. Et voilà. La balle de longue paume fait 17 grammes. Donc, cette raquette spécifique. Donc, le tamis, vous l'avez vu dans le film. On ne va pas passer de temps là-dessus. Le brassard, on en a parlé déjà. Les 2 différents brassards italiens qui sont à gauche le Toscan et enfin, ils jouent les 2 en Toscane, mais c'est surtout dans le Piémont où ils ont ça. Donc là, c'est une annonce de tournoi. Alors, les terrains. Alors, on a joué d'abord dans les tripots. La salle de courte paume, ça s'appelait un tripot. Pourquoi un tripot? Parce que le mot triper, ça signifie bondir, puisque les balles, elles bondissent quand même un petit peu, donc on jouait à un jeu de bond, bonder, ça veut dire voilà, et triper, en fin de compte, ça n'est pas du tout péjoratif le tripot. Aujourd'hui, on appelle un tripot parce qu'on a dans l'esprit ce côté Paris, ce côté tripot justement actuel, alors qu'à l'époque, tripot, ça n'avait rien de péjoratif, c'était parce que ça bondissait. On jouait dans une salle où ça bondissait et on appelait ça les tripots. Donc les places publiques, elles ont été inventées. La place publique, c'est une invention révolutionnaire, c'est une réponse révolutionnaire. On a offert au peuple l'allée du château, puisque à l'époque, on jouait dans les châteaux, on jouait dans les cloîtres, on en a parlé tout à l'heure, et on a offert au peuple la même chose, un terrain long, bordé d'arbres. Pourquoi les arbres? On va voir ça tout à l'heure. Et on a offert les places publiques au peuple. Donc c'est une réponse révolutionnaire. Le trinquet, c'est une salle, c'est la salle de courte paume. Aujourd'hui, les trinquets, on les trouve au Pays basque. Dans chaque village des Pays basques, il y a un trinquet. Chaque village des Pays basques, il y a un trinquet. Comptez, aujourd'hui on a un gymnase par communauté de communes. Dans chaque village, il y a un trinquet, il y a un fronton au Pays basque. Ils sont très joueurs. Donc le gymnase, pour jouer en salle, puisque depuis 1993, on joue avec ce ballon-là en salle. Donc le tripot, voilà, l'esprit du tripot, c'est ça, c'est le jeu, c'est les paris, etc. Donc on va voir quelques gravures, quelques cartes postales, le fameux jeu de tamis à la Haute-Oie. En jeu, là on a 2 équipes de tamis. C'est une carte postale du début du siècle, du XXe siècle. Donc la Haute-Oie toujours, avec l'allée principale. Sur la gauche, vous avez les terrains de paume. De chaque côté de cette allée, au niveau des terrains de jeu de paume, il y avait 2 bistrots. Il y en avait un qui s'appelait le Café des Arts et l'autre le Café de la Paume, un truc comme ça. Dans l'allée principale de la Haute-Oie. La Haute-Oie, c'était le Luxembourg à Millois. Ça veut dire que jusqu'en 1950, la Haute-Oie, c'était le Luxembourg. On pouvait se promener, on pouvait laisser ses enfants gambader, on pouvait lâcher son chien, etc. On pouvait se promener, etc. Il y avait des bancs, il y avait tout ça. Il y avait des fontaines, puisqu'il y a une eau ferrugineuse, je crois. On en parlera tout à l'heure, mais on peut aborder ça tout de suite. Pendant l'industrialisation, pendant le textile, à Amiens, à
à l'ouest d'Amiens, Montières, etc., il a fallu aller de plus en plus vite. Donc on a mis le boulevard Thiers au milieu de la Haute-Oie pour aller plus vite dans les textiles, pour aller plus vite dans le velours d'Amiens, aller chercher, approvisionner, etc. Et je trouve que ça a été catastrophique parce que la Haute-Oie a perdu son âme. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment... Alors il y avait les miroirs d'eau, on faisait des jeux extraordinaires à la Haute-Oie, il y a pas mal de gravures. Voilà. La Haute-Oie, à l'époque, ça s'écrivait L-A-U-T-O-Y. Alors la légende de la Haute-Oie, c'est Mademoiselle de la Haute-Oie qui aurait donné ce terrain à destination ludique et sportive. Il n'a jamais existé de Madame de la Haute-Oie à Amiens. Du moins, on n'a pas retrouvé de traces. Voilà. Donc la Haute-Oie, vous voyez, c'est une gravure du 18e, plantée, etc., avec des courses de calèches. Enfin, voilà. Alors, Clermont, pourquoi Clermont? Le jeu de paume, le Châtelier, qui se trouve sur la colline de Clermont, à côté de la prison des femmes, là. Et vous voyez ces rangées d'arbres, c'est le plus beau site de paume qu'on connaisse, et qui n'est pas utilisé aujourd'hui. C'est dommage. On a failli avec... à l'époque, on avait pris des photos avec Ludovic, on avait failli aller jouer là-bas. Et puis je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Il y avait lors d'une fête à Clermont, on devait participer, ça ne s'est pas fait. C'est l'un des plus beaux terrains qu'il y ait. Et remarquez ces rangées d'arbres qui est autour, très touffus. Pourquoi? Parce qu'on est en plein vent. On est en plein vent sur cette colline. Pour jouer à la pomme, je vous promets je pense qu'il y a 4 rangées d'arbres comme ça. C'est des tilleuls, le vent ne passe pas du tout. Voilà. Alors ensuite, Rosière, le jeu de paume. Voilà, Beauvais. Alors il est célèbre, pourquoi Beauvais? Alors il y en a partout. Là j'ai commencé par l'Oise, pourquoi pas. Le célèbre jeu de paume de Beauvais parce qu'on vient de le dénaturer, on vient de le saccager pour faire un centre commercial. Alors je pense qu'on n'avait pas le droit, parce qu'à l'époque, la destination de ces terrains était forcément sportive et ludique. Je ne pense pas qu'on ait eu le droit de faire n'importe quoi dessus, dont implanter des magasins. Alors, Saint-Valery-sur-Somme, vous remarquez, c'est marqué avenue du jeu de battoir. Le jeu de battoir, ça veut dire que c'est dans la Somme, il y en a dans l'Aisne. Dans la Somme, il y a 2 jeux de battoir, il y a celui de Corbie qui est très célèbre, qui est toujours en activité, enfin, peu moins depuis quelques années là. Jeu de battoir, ça veut dire que c'est très très ancien, c'est avant la raquette, ça veut dire que c'est avant le XVIe siècle on jouait au battoir, donc à Saint-Valery on a joué au battoir, et à Corbie, près d'Amiens. Donc ici, concours de tamis à Auquelus, c'est dans le Vimeux. Hein. Alors le jeu de paume de Roi, vous remarquez qu'il est dans des fossés, encore une fois pour le vent. On était vraiment à l'abri du vent, on pouvait jouer, parce qu'une balle de 17 grammes avec des bourrasques de vent, on ne joue pas. Une balle de 17 grammes, quand il pleut, on ne joue pas. Donc il faut être abrité. Hein. Et on est à la longue paume. Pourquoi longue paume? Par rapport à la courte paume, c'est un terrain long qui fait, au ballon point, 65 mètres sur 12 de large, on le verra tout à l'heure. À la paume, il est limité en longueur. Hein. À la balle à la main, on est limité. On a des rapports, on a des poteaux qui délimitent bien. Si on franchit ces limites, on gagne un point. À la longue paume, c'est limité. Donc là, Roi, on est très à l'abri. À l'encours, le jeu de tamis. Donc on a joué dans cette région et on jouait dans la rue. Vous voyez qu'ils ont les costumes, on a l'impression qu'ils sortent de table là, est-ce qu'on est le jour de la fête, on va en parler tout à l'heure. Et donc ils sont au milieu de la rue, on verra tout à l'heure, donc là à l'encours. Alors, jeu de tamis junior, ça prouve qu'il y a eu plusieurs catégories. C'est assez intéressant parce que c'est assez fourni. Il y a eu plusieurs catégories, le tamis était organisé avant le ballon point. On a joué au tamis dans nos villages picards avant le ballon point. On va en parler tout à l'heure. Alors ici, Montières, c'est une rare carte postale, ça, parce que Montières, forcément, c'est assez symbolique. Il y a eu des grands champions à Montières, notamment c'est Jules Ciné qui a joué à Montières, l'un des plus grands pratiquants de ballon point qu'on ait connu. Et donc là, ils sont. Alors ça se passait, on va le montrer. On y reviendra tout à l'heure. À l'encours, le sport tamis à l'encourtois, vous avez vu les superbes tenues qu'ils avaient. Voilà. Et ici, on a la grande place de Bruxelles, donc Renaissance extraordinaire. Et tous les ans, au mois de juillet, on joue le Grand Prix de la ville de Bruxelles. Le Grand Prix de la ville. Et vous voyez ce terrain spécifique au jeu belge, la balle au gant, c'est trapézoïdal. Hein, on a
l'engagement qui est là-bas au fond, et ensuite les échanges se font dans un trapèze. Ça joue comme nous, les échanges, c'est un bond. Il y a très peu de bonds parce que ça ne remonte pas beaucoup. Et voilà. Alors le trinquet, donc ça c'est le trinquet de Bayonne, qui est d'une beauté incroyable. Donc là vous remarquez les galeries, ça ressemble tout à fait au jeu de paume, le terrain de courte paume, je suis très loin. Donc on a le fronton basque, voilà, un ancien, un nouveau, et le terrain de courte paume avec les galeries, et dans le trinquet on a retiré le filet, à la courte paume il y a le filet. Et l'engagement se fait sur les galeries, sur la droite des galeries, on fait rebondir la balle sur les galeries qui retombent dans le camp adverse, et on échange du premier bond, après le premier bond, de volée, etc. Et c'est un jeu hyper compliqué, très très technique. Voilà, donc ça c'est l'ancienne gravure de jeu de paume. Donc les gymnases, où on joue aujourd'hui bien sûr, au jeu en salle, à la ballon paume, au ballon point, à la balle à la main, etc. Alors les dimensions, au ballon point 65 mètres sur 12, on l'a vu, et à la ballon paume c'est limité. Alors les règles, donc le gain de terrain. Alors là je voulais déplacer ça. Donc, dans un premier temps, dans nos sports, dans notre jeu de paume, il faut taper fort pour gagner du terrain. Ensuite, on va tirer ça. Alors, comment je vais le retrouver? Est-ce qu'il va s'afficher tout de suite? J'échappe. Et je vais aller chercher à gauche, pose de travail. À gauche encore. C'est bien. Annuler, c'est pas grave. C'est ça? À gauche, pose de travail. Petit ordinateur à gauche. Un petit peu plus bas. Là. Voilà. DVD. Donc là, j'ai ça. Je suis un peu long. Ouais, si vous le pliez. C'est ça? Non, c'est cliché. Fermé. Alors, le 806, c'est le 806, il est là. C'est pas évident de faire de la technologie en même temps que de... C'est ici, dans le nord de la Somme, que l'on trouve le... Relativement épaisse, à la fois pour obtenir le poids, et également pour supporter les chocs violents lors de contact avec... Transformé aujourd'hui. Calculé dans son camp, et plus il sera facile. Violent lors de contact avec le point. Donc ces ballons sont fabriqués spécialement pour la... Plus on pose des chasses près de l'embut, plus l'équipe de fond, ici, elle est à droite, sera acculée dans son... La ligne, on pose la chasse, là où est sorti le ballon, ici, c'est au... Les chasses, elles font office de filet imaginaire, et pour les poser, il faut absolument gagner les premiers points. Exemple sur ce croquis, le joueur ne peut rattraper le ballon après le premier rebond, il l'arrête donc après le deuxième rebond, c'est à cet endroit que l'on posera une chasse. Maintenant, si le ballon après un rebond coupe la ligne, on pose la chasse, là où est sorti le ballon, ici, c'est au point B. Ainsi installé. Voilà. Alors, je retrouve. Descendez. Non, descendez. Vous allez reprendre. Encore plus bas. Ouais, pas tout en bas. Tout en bas. Tout en bas. Mets ta souris tout en bas. Voilà. Voilà, puis clique dessus là. Voilà.
Alors, on en était aux règles, le gain de terrain. Donc là, pardon? Oh là là, échappe. En bas à gauche, le petit dessin. Donc le plan de temps. Alors le gain de terrain, vous avez compris qu'il fallait taper fort, il fallait gagner du terrain, c'est le cas de le dire, et le point de temps signifie que on va poser le jeu, ne rien gagner pour ensuite récolter. Ça veut dire qu'on va instaurer des chasses, et vous avez vu dans le croquis, quand le ballon fait son deuxième bond, là où il est arrêté, on pose une chasse. Donc les chasses, elles sont là. Quand on a posé deux chasses, voilà, la première c'est la rouge, la seconde c'est la bleue. Quand on a posé deux chasses, on change de camp. C'est-à-dire qu'on intervertit, l'équipe qui était au tir, elle vient au fond et inversement. Pourquoi? Et à quoi ça sert? L'esprit du jeu, c'est quoi? Pourquoi on pose des chasses? Pourquoi c'est l'équité parfaite au jeu de paume, à condition de savoir le faire? Ça veut dire que si on pose des chasses, si on joue sur une place qui est venteuse, c'est-à-dire qu'on joue sous une tempête, ça m'est arrivé il y a quelques années, eh bien, on était au tir, on n'a pas réussi à traverser. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à poser des chasses, l'adversaire était plus fort, plus malin, il n'a jamais laissé faire le deuxième bond et il a renvoyé, etc. Il nous a acculés. Ça veut dire que la chasse, elle sert à changer de camp. Quand on a le vent en pleine figure, quand on a le soleil en pleine figure, il faut à tout prix changer de camp. Donc l'esprit du jeu de paume, c'est ça, l'esprit des chasses, c'est ça. Et il faut savoir le faire, il faut pouvoir le faire, et si on ne sait pas le faire, on a perdu d'avance, puisque l'adversaire, il a le vent avec lui. Donc le ballon qui fait 500 grammes, il est pris par le vent, il le soulève, et le ballon l'emporte. Alors que quand on est à contre-vent, il faut taper comme une brute pour le remettre dans le jeu. Donc l'esprit du jeu de paume, c'est ça. Vous avez vu qu'au deuxième bond, quand il coupe l'élite, c'est-à-dire les lignes latérales, on pose une chasse à l'endroit où ça coupe, de la même façon. C'est vraiment, il faut être malin, c'est très stratégique, et l'esprit du jeu de paume, c'est ça. L'équité parfaite, on est au tir au départ, si on veut aller de l'autre côté, on pose une chasse. Il faut le faire très vite, il y a des gens qui savent faire ça, qui savent se baisser, il faut savoir plonger, il faut savoir se baisser, il faut à tout prix savoir poser des chasses. Dans ce cas-là, on récupère le bon côté du terrain. Si on ne sait pas le faire, on a perdu, on est mauvais, de toute manière. C'est ça l'esprit du jeu de chasse. La cathédrale. Sous la nef de la cathédrale d'Amiens, que vous avez ici représenté le plan de la cathédrale, on trace des perpendiculaires, bonjour Monique, et aux surprises, on découvre que le terrain sous cette nef, il mesure 65 mètres de long et 12 mètres de large. Dans une cathédrale, il y a des chasses, il y a des reliques, pardon, il y a des reliques. À Amiens, le chef de Saint-Jean-Baptiste, on les met où, ces reliques? Dans une chasse. Le rapport entre le terrain sous la nef, les chasses. Ici, on voit le labyrinthe de la cathédrale d'Amiens. Qu'est-ce qu'on faisait sur ce labyrinthe? Alors, la question c'est, moi je ne suis plus rien du tout, puisqu'on est très en retard, la question c'est, est-ce qu'on jouait dans la cathédrale d'Amiens? Quand on voit Jean Macré, le guide
ancestral, je dirais. Je ne pense plus qu'il soit guide d'ailleurs, hein, qui est un ancien cheminot qui s'est reconverti dans le... Je ne pense plus qu'il le fasse parce qu'il est très âgé, ce monsieur. On lui demandait est-ce qu'on a joué au jeu de paume dans la cathédrale d'Amiens. Il disait oui, monsieur. Je lui disais montrez-moi un article, montrez-moi un ouvrage où c'est marqué. Et il ne savait pas, mais il disait on a joué dans la cathédrale. On l'a répété, tout le monde a répété qu'on a joué au jeu de paume dans la cathédrale. On a joué au ballon dans la cathédrale d'Amiens. Vous avez vu le ballon là? Il y a des vitraux dans la cathédrale, il y a du mobilier, il y a des statues, tout ça. Je pense que c'est une légende. Mais au Moyen-Âge, la cathédrale, c'était le seul bâtiment ondulant. C'était un lieu de rencontre, on partait pour les pèlerinages, c'était un lieu de vie. Je pense qu'on faisait beaucoup de choses. On a dû jouer un petit peu peut-être quand même. Mais la version officielle, c'est ça. Ça s'appelle la pilota. La pilota, ça vient des monastères, ça vient des cloîtres, ça vient des ecclésiastiques qu'on a empêchés de jouer. Et pour garder cette tradition, le jour de l'intronisation d'un nouveau chanoine, on se rend sur ce labyrinthe, on se met en cercle, il y a des notables de la ville, il y a des chanoines, il y a le nouveau chanoine qu'on va introniser, et on se passe une balle de notable en chanoine, etc. C'est ça la pilota. Et encore aujourd'hui, j'ai demandé à des gens qui côtoient l'évêché, on a gardé, et le nouveau chanoine apporte ses balles pour garder cette tradition de la pilota, pour se souvenir du temps où on jouait dans les cloîtres, etc. Ils ont réussi à garder cette tradition. L'identité picarde. Pourquoi on appelle ça des sports picards? Parce que on est les seuls à avoir conservé ces sports picards. On jouait à la pomme partout en Europe, sous Louis XIV. Quand Louis XIV jouait à la pomme, toute l'Europe jouait à la pomme. Louis XIV a cessé de jouer à la pomme, on a cessé de jouer à la pomme partout en Europe. Pourquoi en Picardie on a gardé ça? Parce qu'en Picardie, c'est une terre de mûches. Mûcher, ça veut dire se cacher. Bon, c'est une terre d'invasion. Je suis très loin. C'est une terre d'invasion, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Et les lotis, donc lotis c'est Doulan, hein, à Doulan, il y a Lotis qui passe. C'était la frontière de la France jusqu'en... Donc, je vais vous dire ça. Et c'était la région frontalière. Ça veut dire que les gens qui habitaient là, ils ont creusé des souterrains pour se cacher. Ils avaient un esprit à se mûcher, à se cacher. Le Picard réservé, le frontalier ne se livrait pas facilement. Donc, l'esprit Picard vient de là. La religion protestante, dans cette vallée de la Lue, on a gardé nombre de temples protestants. Amiens-Albert, toute cette vallée, dans chaque village, Senlis-le-Sec, Alonville, Hérissart, Franvillers, le plus connu c'est Comté, jusqu'à Cheux-en-Aménois, Harponville, partout il y a des temples. La religion, elle est prospère encore. À Comté, il y a bien sûr, on pratique alors est-ce qu'à Hérissart il y en a un temps, je ne sais pas. Mais dans chaque village, Franvillers, on vient de le détruire, tiens, récemment, il y avait cette religion protestante. Pourquoi je parle de ça? Je fais un parallèle entre le sport et la religion. Les sports picards, on les appelle comme ça, l'arc, la paume, etc., n'ont pas été atteints par les sports à la mode, comme la religion protestante, parce que cette vallée encaissée, c'était assez inaccessible à l'époque, et on n'a pas réussi à déloger la religion, comme on n'a pas délogé les sports. On a gardé nos coutumes sportives, religieuses, etc. À Hérissart, on a tout juste joué au football. Ça a duré 1 an, à peine. C'est ça. Il y a eu une saison de football. On a essayé de jouer au football. 2 ans. 2 ans. Et après, c'était avec le concours. 2 ans. Ça veut dire qu'on a joué à Hérissart. On joue à Hérissart depuis toujours au ballon de poing. On a joué au tamis. Il y avait 2 places à Hérissart. Une place pour le tamis, une place pour le ballon de poing. Voilà. Donc, les sports à la mode n'ont pas détrôné les sports ancestraux. L'organisation du travail. L'organisation du sport. Alors, ici vous avez une... Coupez le micro. Parce que ça... Ah, non, c'est lui qui fait. C'est bon. Le carré. Il y a une tirette dessus.
Non, plus haut. Alors, Flixecourt, c'est la vallée de la Nièvre. C'est la naissance des fédérations. La fédération des ballonnistes de la Somme est née dans la vallée de la Nièvre. Ici, vous avez, en 1906, on vous parle du championnat de première catégorie, en 1911, en 1911, deuxième équipe. Donc vous les voyez là, ils sont en tenue de je ne sais pas quoi, c'est pas des tenues de sport. Vous avez les belles chasses qui sont en avant-première, et puis vous avez le ballon entre disparition. C'est parce que c'est l'heure. Alors ici vous avez le café Balavoine. Le café Balavoine, il était à Montière, on l'a rasé il y a quelques années. C'était l'endroit où on se réunissait. Un peu de l'Arcel. C'était l'endroit où on se réunissait à Montière. Et les terrains de Montière se trouvaient à la chaufferie actuelle et derrière ce café Balavoine. Ici, vous avez une affiche de la ville d'Amiens en 1913 où on parle d'un programme et on parle de jeux de ballon et de long paume, et de tamis, etc. Encore une fête Saint-Louis en 1923. En 1927, encore une affiche à la ville d'Amiens. Ça veut dire qu'on pratiquait le ballon point il y a 2 siècles à la Haute-Oie. Ça veut dire que la fédération des ballonnistes de la Somme a été créée en 1913. Mais on jouait à Amiens depuis 2 siècles, à la Haute-Oie, au jeu de ballon. Alors est-ce que c'était le ballon ancestral qui ne rebondissait pas? Est-ce que c'était le vrai ballon? Messieurs et mesdames de l'Ortélus, merci il faut aller travailler, hein, tout de suite. Donc, il y a des choses qui sont une contradiction là. On a joué, à quoi on jouait à la Haute-Oie? On l'a vu sur ces affiches, des jeux de ballon, etc. Alors que la fédération est née en 1913, on a dû s'organiser au niveau des fédérations au milieu du 19e siècle. Le problème, c'est qu'on a eu la guerre de 1870 qui a tout détruit. On s'est relevé après cette guerre. Malheureusement, 1914 est arrivé. On a cassé énormément de choses. L'exemple, c'est Berthangle. À Berthangle, il y avait 2 équipes d'excellence avant la guerre 14. Après la guerre 14, plus rien. Tout juste des gens qui jouaient un petit peu. Il n'y avait plus rien après cette guerre 14. Les guerres ont été complètement ravageuses. Alors Alfred Le Riche, c'est donc le président fondateur de la VPS en 1913. C'est un Parisien qui a été embauché par la société Saint-Frère pour encadrer à l'usine de Moulin Bleu. Moulin Bleu, c'est l'étoile. Pourquoi on appelle ce hameau Moulin Bleu? Parce qu'on y traitait la oued. La oued, c'est le bleu d'Amiens, c'est le bleu de Cocagne, c'est cette plante tinctoriale qu'on laisse macérer dans de l'urine et qui donne en fin de compte ces boules qu'on appelait les cocaignes, et qui a donné le nom, le pays de Cocagne, et qu'on macérait, etc., qui a donné ce fameux bleu roi, le bleu d'Amiens. Et donc Moulin Bleu vient de là, parce que les moulins, ils brassaient tout ça, ils étaient tout bleus. On appelait ça Moulin Bleu. Alfred Le Riche, il vient à l'Étoile, à Moulin Bleu, pour travailler. Il est embauché là, il se marie, son épouse décède, il se remarie avec une dame veuve qui avait un fils champion de ballon de poing qui s'appelait Georges Mortier. Et par amour pour cette femme et pour cet enfant qu'il récupère adoptif, il devient le premier président de la Fédération des ballonnistes de la Somme. En même temps que la Fédération des ballonnistes de la Somme, il y avait la Fédération des ballonnistes de la Seine. En même temps, il y avait la Fédération des ballonnistes du Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'il y avait 3 fédérations. Alors, je reviens. Les présidents, alors il y avait donc Alfred Le Riche, il y avait M. Rénal pour la longue paume qui a créé la fédération de longue paume en 1924. Quelques 10 ans plus tard, je termine avec donc l'équipe, on l'a vu, les effectifs, les expressions issues du jeu de paume, qui va à la chasse perd sa place, qui sont restées dans le langage courant, et tout ça, ça vient de loin, tout ça. Ça veut dire que quand on pratique des sports picards, c'est ce que j'explique quand je vais dans les lycées et les collèges, j'essaie d'expliquer aux gens qu'on vient de très loin.
Et tout, si c'est dans notre vocabulaire, c'est que c'est très long, c'est avéré, je veux dire. Hein. Ça ne reste pas comme ça dans un vocabulaire pour rien. Voilà. Qui va chasse perd sa place, jeu de roi, on l'a vu, roi des jeux, jeu de main, jeu de vilain. Rester sur le carreau, c'est le carreau du jeu de paume. Peloter, ça veut dire échanger des balles ou des ballons avant la compétition, c'est l'échauffement. L'enfant de la balle, c'est l'enfant du maître paumier qui s'occupait du jeu de balles. Faire faux bon, c'est faire faux bon, tout le monde connaît tout ça. Avoir un estomac chargé de balles, c'est moins connu, ça veut dire qu'on est un peu pompette, ça veut dire qu'on est un peu forcé sur la bouteille. Prendre la balle au bon, c'est être opportun. Amuser la galerie, c'est la galerie du jeu de paume. Tomber à pic, ça veut dire que la balle tombait exactement dans l'angle, entre le mur et le sol. Le pic. La bisque, c'est l'avantage. C'est l'avantage qu'on donne au jeu de paume. Voilà. Et en Picard, qu'est-ce qui est resté de là en Picard, on est là, c'est l'agence en Picard. Qu'est-ce qui est resté? Alors, pas grand-chose, à part beaucoup d'insultes. Quand on a commencé à jouer au ballon-point dans les villages, eh ben, on était insulté en Picard ou monté au-dessus en Picard. Ça veut dire qu'on était traité de tchorfali, de bon à rien, de brode-toile quand on avait mal joué puisqu'on était petits bras, de brafu, de bon garçon quand c'était bénéfique, etc. On appelait le mitan de corde schmittan et après on parlait en Picard sur les terrains. Alors au toit, vous allez vous asseoir dans les gradins et on vous parle en Picard. Hein. Alors la bibliographie, c'est ce livre qui a été édité par la GC Sport et qui a été fait par Jean-Richard Lambert, qui retrace les jeux, les sports Picard, qui est traduit en anglais, qui est très bien fait, qui a une quinzaine d'années maintenant. Et ensuite, le fameux livre de Marcel Lazure, Jeux de balle et ballon Picard, c'est la Bible. Marcel Lazure, il a été par intérim le président de la Fédération de long paume, président de la Ligue, un amoureux de la paume. Il m'a tout appris, il m'a tout prêté, sa bibliothèque sportive et ludique, etc., picardisant, et c'était quelqu'un de très très bien. Alors la chanson des ballonnistes, alors on termine par ça, puisque tout se termine par des chansons, donc je vais vous chanter le refrain, et ça, c'est l'esprit du ballon-point. Tout est là-dedans, même si je chante faux, mais c'est pas grave. Donc, vous me disiez bien, oui. J'aime bien ma clocher, ma village, c'est pressé quand elle chote Madelon, mais j'aime surtout, et puis j'arrage, cette fois une belle partie de ballon. Et après, vous avez tout le détail. On parle de Corby, on parle du jeu de battoir, on parle du président Riotor, qui était président dans les années 25, qui était il était de la région bordelaise, je crois, et qui travaillait au Cri du Peuple, le journal par ici, et qui était journaliste et qui s'est pris de passion pour ça. Et donc, voilà. Alors, normalement, je voulais démarrer ça. Ça marche pas? Non. Bon. Alors, l'Angélus, c'est... Et là, j'ai fini. Oui, là, j'ai fini. Alors, je voulais vous montrer ça parce que les Picards ont besoin qu'on leur montre des basques. Le 15 août, comme ici à Amiens, au milieu d'une partie de pelote basque, à midi, on se lève et on chante l'Angélus. L'Angélus, c'est la chanson à l'ange. L'ange, c'est une... En fait, c'est... Comment ça? C'est pour engendrer Jésus. C'est une chanson pour engendrer Jésus à la jeune fille basque. À la jeune fille partout, l'Angélus. Hein. Et les Basques, à chaque match, à midi, se lèvent. Et je voulais vous montrer à Asparan 1500 Basques debout qui chantent l'Angélus. Et cette année, à la Haute-Oie, on a essayé de chanter cet hymne des ballonnistes. La sono est tombée en panne à ce moment-là. Ma carrière est anéantie. Et il n'y a aucun Picard qui s'est levé pour chanter avec nous. Et ça, c'est dommage. Et je dis, au moment où on parle de la dislocation de la Picardie, il va falloir se battre pour la conserver, à mon avis. Il faut que les Picards, bougez-vous. Voilà. J'en ai terminé. Pardon ? Depuis il pleut. Merci de votre attention.